Des documents récemment déclassifiés dans l'affaire Brian Koberger pourraient expliquer pourquoi les procureurs voulaient conclure un accord avec l'accusé. L'équipe de Koberger comptait argumenter qu'une preuve clé avait été fabriquée. Cela aurait-il suffi à semer le doute? Nous allons en débattre. Je suis Angelette Lévy et voici Law and Crime. Être en ligne fait partie de la vie, mais découvrir toutes les infos personnelles sur soi en ligne peut être très effrayant. C'est pourquoi j'adore Incogni. Cette entreprise peut vraiment vous aider à protéger vos informations personnelles, comme votre nom, votre numéro de téléphone, votre adresse et d'autres renseignements. Ainsi, les escrocs et les courtiers en données ne peuvent pas les obtenir et les vendre. Inscrivez-vous sur le site d'Incogni pour lancer la suppression de vos données. La configuration prend quelques minutes. Créez un compte, autorisez Cogni à agir pour vous et ils font le reste. Grâce à la nouvelle suppression personnalisée des forfaits illimités, vous pouvez envoyer des liens où vos données figurent et un expert en confidentialité les retirera pour vous. Pour votre sécurité en ligne, reprenez le contrôle de vos données avec Incogni. Utilisez le code CrimeFix pour 60% de réduction sur l'abonnement annuel. À l'approche du procès de Brian Koberger, des indices sur sa défense sont apparus. Honnêtement, il n'avait guère d'autre choix que d'attaquer les preuves de l'État. La juge Hippler a décidé, peu avant la sélection du jury, que Koberger ne pouvait accuser les amis des victimes. Donc il n'avait pas beaucoup d'options et il n'avait pas d'alibi que la juge allait lui permettre de présenter. Malgré l'aveu de culpabilité de Koberger, certains en ligne pensent toujours à son innocence et estiment qu'il a plaidé coupable uniquement pour éviter la peine de mort. Nous apprenons maintenant, grâce à de nouveaux documents déclassifiés, que Brian Koberger allait définitivement affirmer que des preuves avaient été fabriquées, en particulier l'étui de couteau K-Bar que la police a déclaré avoir trouvé à côté de la jambe de la victime Maddie Mogan. En juillet 2025, Brian Koberger a accepté de plaider coupable d'être entré par effraction dans la maison de King Road et d'avoir poignardé à mort Maddie Mogan, Kayleigh Gonsalves, Ethan Chapin et Xana Cornodle dans les premières heures du 13 novembre 2022. Les meurtres étaient atroces, la plupart des étudiants ont été poignardés durant leur sommeil, sauf Xana. Les nouveaux rapports suggèrent que Kayleigh et Ethan ont pu se réveiller durant l'attaque. Les attaques contre les étudiants étaient absolument odieuses. Les autopsies révèlent que Kayleigh a eu plus de 24 blessures au visage et a été poignardée à la poitrine. Son taux d'alcoolémie était juste au-dessus de la limite légale à 0,107. Les procureurs ont affirmé que Maddie était incapable de se défendre en raison de son intoxication. Son taux d'alcool était de 0,282. Elle a subi 13 coups de couteau au visage, au cuir chevelu et au cou, ainsi que des blessures aux poumons et au foie. Je vous l'ai déjà dit, Xana s'est battue pour sa vie. L'autopsie a révélé 23 coups de couteau au visage, cou, cuir chevelu et 25 blessures aux membres supérieurs, c'est-à-dire ses bras et d'autres blessures mortelles au cœur et à la jugulaire. Son alcoolémie était de 0,229 et elle avait de l'amphétamine dans le sang. Ethan, le petit ami de Xana, avait de l'amphétamine et un taux d'alcoolémie de 0,122. Il a également subi des blessures par arme blanche à la tête et au cuir chevelu, une à la partie supérieure de la poitrine et plusieurs aux jambes. Ethan a aussi été mortellement blessé à la jugulaire. Je partage ces informations pour que vous compreniez ce que le jury allait entendre des procureurs et ce que la défense de Koberger allait présenter. Cela aurait pu devenir une bataille d'experts. La défense comptait faire appel au docteur Brent Turvey pour son expertise sur plusieurs aspects de la scène de crime. Ayant couvert cette affaire, certaines de ses opinions me surprennent, d'autres non, au vu des arguments de la défense. D'abord, le docteur Turvey allait témoigner. Les corps de Maddie et Kayleigh ont été mis en scène. Le corps de Kayleigh semblait déplacé, ainsi que la jambe gauche de Maddie. Mais l'État comptait faire témoigner Paulette Sutton pour contredire Turvey. Sutton devait témoigner que la mise en scène était délibérée. Impossible. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle leur corps aurait pu bouger. La défense de Koberger a plusieurs fois souligné qu'aucun sang n'a été retrouvé dans sa Hyundai Elantra blanche ni dans son appartement. Le Service canadien du renseignement de sécurité a démonté cette Elantra blanche et n'a trouvé aucune trace de sang appartenant aux victimes dans ce véhicule.
L'accusation affirme que les connaissances en criminologie de Koberger lui ont permis d'éviter de contaminer une scène de crime et de savoir la nettoyer. Ensuite, Paulette Sutton devait témoigner. L'importance de l'absence de transfert secondaire dans un véhicule prétendument utilisé en quittant la scène doit prendre en compte ce qui est applicable à la scène particulière en question. Il faut d'abord considérer qu'il y avait une quantité limitée de transferts secondaires sur la scène elle-même, ce qui est attribuable à quelqu'un d'autre que Mogan, Gonsalve, Chronodal ou Chapin. Un assaillant peut facilement enlever des protections ou mettre des neuves sur des vêtements ou chaussures tachés avant d'entrer en contact avec son véhicule ou domicile. On peut aussi nettoyer l'excès de sang avant de toucher d'autres surfaces. C'est terrible à dire, mais il y avait du sang de Kaylee et d'Ethan un peu partout dans la maison que Maddie a découvert. La photo montre la rampe d'escalier reliant les chambres de Kaylee et Maddie au deuxième étage. Le rapport mentionne des traces de sang sur la rampe d'escalier, positives à l'acide désoxyribonucléique de Maddie. D'autres taches de sang descendent ces escaliers et le mur, nommées tache K et tache J dans les rapports. Dans le salon sur la demi-cloison au-dessus des escaliers menant à la porte d'entrée, le rapport indique qu'une tache de sang de transfert d'Ethan Chapin a été trouvée. Aucune preuve ne montre qu'Ethan soit sorti de la chambre de Xana après avoir été poignardé. Sur la demi-cloison près de la table de beer pong, le rapport note des éclaboussures de sang. Kaylee est la principale source d'acide désoxyribonucléique, Maddie une source mineure. Le rapport indique que les éclaboussures surviennent quand du sang est projeté par un objet en mouvement. Les avocats de Koberger comptaient appeler le docteur Turvey comme témoin. Le docteur Turvey a affirmé qu'il était impossible qu'une seule personne ait commis les meurtres en seulement 12 minutes. 2 assaillants ont probablement commis ces meurtres, a écrit le docteur Turvey. Il est peu probable qu'Ethan soit resté au lit après s'être réveillé alors que Xana se faisait attaquer devant lui. Ces éléments de preuve et ce contexte commencent à suggérer l'existence d'un second agresseur, a poursuivi Turvey. Au moins 2 suspects étaient impliqués dans cette attaque. Plusieurs armes et types de force létale ont été utilisés contre Kaylee, ce qui l'indique clairement. Ethan et Xana semblent avoir été attaqués simultanément. Ceci est incompatible avec la théorie de l'État selon laquelle ces crimes ont été commis uniquement par une seule personne, a commenté Paulette Sutton en réponse. Des preuves indiquent qu'Ethan Chapin et Xana Coronado étaient proches l'un de l'autre après le début de l'agression, comme en témoigne la présence du sang et de l'acide désoxyribonucléique de Coronado sous les ongles de la main droite d'Ethan Chapin, ainsi que la présence du sang et de l'acide désoxyribonucléique de Chapin sous les ongles des 2 mains de Xana Coronado. Un seul agresseur pourrait maîtriser 2 personnes proches l'une de l'autre, surtout s'il est armé. Un seul auteur peut certainement utiliser plus d'une arme et employer plusieurs types de forces létales. Passons maintenant à l'étui du couteau, la principale pièce à conviction qui a relié Brian Koberger à la scène du crime grâce à son acide désoxyribonucléique retrouvé sur la lanière en cuir. L'étui a été retrouvé sous la jambe de Maddie Mogan et sa couette. Le docteur Turvey voulait témoigner pour la défense qu'il pensait que l'étui y avait été placé volontairement. Turvey indique que l'étui du couteau a été mis en scène pour ces raisons. La mise en scène d'une scène de crime désigne une tentative de détourner une enquête policière en modifiant, créant ou plaçant des preuves sur les lieux. Un étui de couteau K-bar a été trouvé sur la scène de crime par la police. Les preuves de mise en scène concernant cet élément de preuve sont les suivantes. L'étui a été trouvé placé de façon précaire, juste sous le corps de Madison Mogan et partiellement recouvert par la couette sur son milieu. Selon les suspects, il ne pouvait pas être tombé accidentellement ici. L'État avait Paulette Sutton prête à témoigner. À l'inverse, l'étui aurait pu rester coincé sous Madison Mogan quand elle a sorti sa jambe gauche du lit. Si elle bougeait précipitamment sa jambe gauche, elle n'aurait pas pris le temps de déplacer la couette. Dans ce cas, l'étui serait coincé entre la couette et le lit. Pour approfondir l'idée de mise en scène de l'étui sur la scène du crime, sur laquelle le docteur Brent Turvey aurait témoigné lors d'un procès, je veux faire intervenir la docteure Laura Petler. C'est une criminologue et elle a en fait étudié le travail de Brent Turvey. Docteur Petler, je suis ravie de vous avoir ici. Merci d'être venu. Quels sont vos avis sur ce premier point que le docteur Turvey a soulevé?
Mettre en scène quelque chose, c'est tenter de détourner une enquête des forces de l'ordre. On dirait que le docteur Turvey n'accuserait pas la police d'avoir mis en scène ou placé l'étui, mais peut-être quelqu'un d'autre. Bonjour Angelette, merci pour l'invitation. Ravie d'être ici. Oui, j'ai donc lu les travaux de Brent Turvey au fil des années et je comprends ses définitions de la mise en scène et je comprends le principe qui était contenu dans les documents. Euh, et, et je suis d'accord pour dire que la mise en scène est une tentative de manipuler délibérément les preuves, ou cela pourrait être n'importe quel type de preuve, vraiment, pour détourner une enquête sur un décès ou une enquête des forces de l'ordre. Et je comprends aussi qu'il n'essayait pas d'accuser les policiers, mais peut-être d'accuser quelqu'un d'autre d'avoir placé cet étui. Et pour moi, la première chose que j'ai trouvée intéressante, c'est qu'il faut un élément de mise en scène. Victimes et agresseurs sont souvent liés. Et l'une des choses que je pense qu'il est important de souligner, c'est qu'ils n'ont pas pu établir de lien entre M. Kohlberger et les victimes dans cette affaire. Donc, c'était la toute première chose que je voulais mentionner à propos de la mise en scène parce que c'est généralement une fonction liée à la relation victime-agresseur. Oui, et il n'y a jamais eu de relation établie entre Brian Koberger et aucune de ses victimes. Vous savez, la police a cherché et ils n'ont trouvé aucun lien. Ils l'ont quasiment dit après la condamnation dans cette affaire. Vous savez, une des choses qui m'a vraiment interpellée, et je ne sais pas comment ils auraient pu passer outre, c'était le fait que l'acide désoxyribonucléique de Brian Koberger se trouvait sur la lanière en cuir de cet étui. C'était un acide désoxyribonucléique masculin provenant d'une seule source. C'était son acide désoxyribonucléique. Je ne sais pas comment ils auraient pu surmonter cet obstacle. Je ne sais pas si eux ou la défense auraient dit que quelqu'un a volé son étui dans sa voiture. Oui, il l'avait car il l'a acheté sur Amazon. Que penses-tu qu'ils auraient fait? As-tu un avis? Tu sais, je ne suis pas experte en acide désoxyribonucléique, donc je ne veux pas aller trop loin et donner une opinion sur l'acide désoxyribonucléique. Mais à mon avis, simplement en tant que criminologue médico-légal, il serait difficile de placer l'acide désoxyribonucléique de quelqu'un sur un étui qui appartenait à une autre personne. Parce que cela voudrait dire qu'il faudrait le prélever chez cette autre personne et ensuite ne pas le contaminer, et ensuite ne pas le contaminer non seulement avec d'autres personnes, mais aussi avec vous-même, puis le déposer sur l'étui, et ensuite s'assurer qu'il soit transféré physiquement, déplacé sur la scène sans être contaminé. Donc, il y aurait beaucoup de problèmes comme ça pour que je présente quelque chose comme ça au tribunal, comme comment ça se passerait, comment arriveriez-vous à faire ça? Et je suis sûre qu'il y a d'autres éléments de l'acide désoxyribonucléique de contact qui, selon moi, sont largement mal compris. De manière générale, je pense qu'il y a beaucoup de choses que les gens pensent peut-être à propos de l'acide désoxyribonucléique. Nous devons toujours compter sur les experts pour qu'ils donnent leur propre avis sur l'acide désoxyribonucléique, car il peut effectivement être transféré. Donc, je ne pense pas que cela aurait tenu. Oui, je sais, j'ai interviewé une experte en acide désoxyribonucléique il y a environ 1 an et demi qui a littéralement dit, vous savez, de l'acide désoxyribonucléique à source unique. Ce serait incroyablement difficile à faire. Je veux passer au deuxième point que la docteure Turvey a soulevé. Et elle disait, en gros, qu'elle pensait. Selon ces documents, cet étui a été mis en scène parce qu'il était neuf et inutilisé et qu'il ne montrait aucune trace d'usure sur le cuir. Et puis Paulette Sutton, l'experte de l'État, elle allait témoigner pour contredire cela et elle aurait dit qu'elle ne sait pas pourquoi. Elle a dit que cela aurait prouvé qu'il y avait eu une mise en scène. Cela pourrait tout aussi bien signifier que le couteau n'a été que peu utilisé auparavant ou qu'il a été acheté uniquement pour ces homicides. Alors, que penses-tu de ces deux arguments contradictoires? Je pense que Paulette est une experte extrêmement minutieuse. J'ai eu l'honneur de travailler avec elle et d'apprendre d'elle pendant un certain temps, peut-être depuis 20 ans environ maintenant. Elle a été l'une de mes premières formatrices, donc je connais bien Paulette et son travail.
Et en ce qui concerne, par exemple, l'analyse des traces de sang et la reconstitution de scènes de crime, je sais que ces avis sont fondés sur des preuves matérielles et sur ce qui est observable, et ils ne sont jamais exagérés, et ils peuvent toujours être reliés à quelque chose de logique. Pour qu'elle donne un avis sur quelque chose d'aussi simple, peut-être que c'était nouveau et peu utilisé. Je veux dire, c'est ce qu'elle peut observer sur la scène, dans les preuves, et elle va directement étayer son avis, sur la base d'un élément concret auquel le rattachait. Maintenant, leur prochain argument, ou du moins le prochain argument de Brent Turvey, c'était que, eh bien, la raison pour laquelle cela a été mis en scène, selon lui, c'est le genre de débat entre experts, vous voyez. Donc voilà à quoi cela aurait pu se réduire, à quoi cela aurait pu se transformer, et ça aurait peut-être été comme, vous savez, le fameux gant ensanglanté d'Oji, je ne sais pas. Enfin, qui sait ce que cela aurait pu devenir au procès? Voilà pourquoi je pense que les procureurs ont accepté un accord. Ils l'ont fait si vite, sûrement par peur, vous voyez. Le docteur Turvey pensait que l'étui avait été placé intentionnellement car il était face contre sol. Il n'avait reçu que quelques petites zones de projection minuscules de sang, soit par impact, soit par aspiration. C'était horrible. Il reposait sur un drap, entouré de grandes éclaboussures de sang. Il évoquait l'incohérence de celle-ci. La dispersion et la densité révèlent des transferts à divers moments et intensités. Et puis, Paulette Sutton a dit la différence dans la quantité de projection sur la housse par rapport à la quantité sur le drap housse ou même sur la couette prouve simplement la housse a été trouvée à cet endroit à un moment différent des projections, ce qui ne prouve pas qu'elle y ait été placée intentionnellement. La housse aurait pu se trouver à un autre endroit lorsqu'elle a été éclaboussée, puis être déplacée ici plus tard. Si l'auteur a déplacé la couette, comme le suppose la docteure Turvey, la housse a pu être déplacée en même temps. Cela pourrait expliquer une quantité différente d'éclaboussures sur la surface exposée de la housse. Donc encore une fois, il y a deux récits différents ici, n'est-ce pas? Oui, vous savez, je pense qu'il y a une lutte physique en cours. C'est une situation très stressante. Et je pense que l'auteur, dans ce cas précis, a privilégié la fuite plutôt que de récupérer l'étui. Et pour moi, l'étui, son emplacement et tout cela sont le résultat d'une perte accidentelle et non d'une mise en scène à quelque niveau que ce soit. Intéressant, tu sais. La théorie, apparemment, c'est que Xana, et c'est ce que nous savons grâce au témoignage des témoins, que Xana, tu vois, l'une des victimes ici a entendu ce qui se passait, a couru dans les escaliers et a peut-être interrompu quelque chose, et alors l'étui a été laissé par erreur. Cela pourrait aussi être un élément clé dans cette affaire. Apparemment, il y avait des preuves qu'elle était montée puis descendue les escaliers, et il devait aussi y avoir un témoignage à ce sujet maintenant. Le docteur Turvey avance comme quatrième raison que l'étui a été déposé à cet endroit, sans trace de sang venant des mains ou doigts du suspect. Cela signifie que cela a été fait après l'attaque ou la mise en scène, mais aussi après que le suspect se soit lavé les mains après le nettoyage. Paulette Sutton répond non. Certes, il n'y a pas de sang visible sur l'étui du couteau, mais cela ne prouve pas que sa mise en place ait été simulée. Il aurait pu se trouver là sans contact avec l'auteur, même après nettoyage des mains ou retrait des gants. Ces scénarios expliquent l'absence de traces sans mise en scène. Cela n'aurait-il pas juste été posé sur le lit? Oui, Posé avant que l'attaque ne commence? Oui, c'est comme ça que je me suis toujours imaginé la scène. Il a été posé et l'assaillant a été surpris. je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour moi, quand j'imagine la scène, je vois l'agresseur entrer, sortir le couteau de son étui et le poser. À un moment donné, tu sais, à un endroit précis. Je ne connais pas si bien la scène pour pouvoir en dire plus que ça exactement. Mais ensuite, ne plus jamais le toucher parce que, encore une fois, il y a une lutte physique en cours. C'est une situation extrêmement stressante. Il y a une personne avec un couteau et deux personnes qui essaient de survivre. Donc, vous avez ce rôle divergent, vous savez, des rôles très différents dans la scène. Deux personnes essaient de survivre, une autre veut tuer. Ils sont donc très différents. Et vous savez, je ne pense pas que l'accent soit mis sur la gaine. Où est la gaine? Où est la gaine?
Où est la gaine? Je ne pense pas que cela ait jamais fait partie de la réflexion. Parce que très souvent, les délinquants se retrouvent dans ce que j'appelle une surcharge cognitive, comme s'ils étaient simplement submergés par les circonstances de ce qui se passe. Et vous savez, peut-être qu'il a de nouveau essayé de privilégier sa fuite plutôt que de récupérer cette gaine, ou bien il ne savait même pas où elle était passée. Il ignorait que cela pouvait être caché, il faisait sombre et il ne la voyait pas. J'ai toujours eu le sentiment, en regardant simplement cette scène de crime et en essayant de reconstituer ou d'imaginer dans ma tête ce qui aurait pu se passer, que l'auteur est monté au 3e étage. Il est dans la chambre de Maddie, il s'attend à voir Maddie, et non pas 2 filles dans le lit, puis il est surpris par une 2e fille, et ensuite potentiellement Xana, la 3e, qui arrive au 3e étage. Cela crée du chaos. Ça ne s'est pas passé comme prévu. Ce n'est que mon avis. Je suis d'accord avec toi, j'ai toujours pensé la même chose. Je n'ai pas beaucoup travaillé sur cette affaire, Angelette, mais je l'ai fait. Quand c'est arrivé pour la première fois, j'ai un peu regardé et c'était mon avis dès le début. Exactement ce que tu viens de dire, c'est qu'il y avait une cible particulière. Il ne s'attendait pas à avoir 2 personnes en même temps. Il a donc dû en gérer 2 au lieu d'une et les 2 autres l'ont entendu. Et je trouve intéressant que tu aies mentionné qu'il y a des preuves que Xana est montée puis redescendue les escaliers. Je ne savais pas cela. C'est aussi très intéressant et je suis complètement d'accord avec toi. C'est exactement ce que j'ai pensé aussi depuis le tout début, qu'une seule personne était visée. Et je ne pense même pas que les procureurs croient que l'auteur est entré là avec l'intention de tuer 4 personnes. Ils l'ont d'ailleurs plus ou moins dit au tribunal. Donc, je voudrais maintenant passer à toute cette idée que le docteur Turvey a avancée, selon laquelle il devait y avoir 2 personnes qui ont commis ces crimes. Ce n'était pas possible qu'une seule personne soit responsable, mais Paulette Sutton affirme si c'était possible. Plus tôt dans l'émission, j'ai lu les résultats de l'autopsie et j'ai parlé du taux d'alcoolémie, en particulier celui de Maddie et de tous les enfants. En fait, de toutes les victimes ici. Ils étaient vraiment ivres, ils étaient sortis à des fêtes, dans des bars et à un match de football. Donc, vous avez une personne complètement dopée à l'adrénaline qui attaque des gens pendant leur sommeil. Quel est votre avis là-dessus? Cela aurait pu être 2 personnes, mais pensez-vous que ce soit possible avec une seule? Vous savez, il est toujours important de reconnaître qu'il faut envisager des alternatives lorsqu'on examine un homicide en particulier. Et le fait de ne pas envisager d'alternatives amène souvent les gens à avoir une vision en tunnel, ce qui n'est jamais bon. C'est très myope, nous voulons donc garder une vision large. Mais dans ce cas précis, il est important de reconnaître que l'agresseur avait l'avantage d'une arme. Vous savez, c'est la seule personne qui tenait une arme. Il y a l'effet de surprise, il y a aussi les victimes isolées. Comme vous le dites, tout le monde est sous l'emprise de l'alcool après une soirée amusante entre amis. Et donc, il a un avantage total à plusieurs niveaux dans chaque situation, dans ce cas particulier. Et je ne pense pas qu'il y ait des preuves pour soutenir l'hypothèse de plusieurs agresseurs. Très souvent, quand nous avons plusieurs agresseurs, on observe généralement un schéma de blessures divergent, vous voyez. Ils prennent des rôles différents, la séquence est différente, ils se coordonnent et ils interviennent un peu comme une équipe de relais. D'accord, du genre, tu vas faire ça et moi je vais faire ça, tu vois? Et je ne vois aucune preuve de cela. On verrait des empreintes ou d'autres preuves montrant la présence de 2 personnes, ce qui ne semble pas être le cas ici. Je pense que cela aurait été un procès vraiment intéressant, mais comme nous le savons, il suffit d'un seul juré pour qu'un jury soit dans l'impasse. Et en lisant tout cela, je me demande, avec toute l'attention que cette affaire a reçue, si, vous savez, les procureurs voulaient conclure un accord parce qu'ils craignaient que peut-être le docteur Turvey soit convaincant. Mon expérience au sein du bureau du procureur en tant qu'enquêtrice là-bas et en observant les procureurs poursuivre des affaires d'homicide,
Ils prennent effectivement des décisions en fonction de la qualité, de la quantité des preuves et essaient peut-être d'atténuer ce qui pourrait se passer lors du procès. Et comme vous l'avez mentionné, il se peut que les procureurs aient été préoccupés par une condamnation dans cette affaire parce qu'il y avait des éléments qui, selon eux, pouvaient bloquer le jury. Il pourrait y avoir un jury en désaccord. Et cela aurait pu entraîner un procès nul ou une autre catastrophe pour les familles, et je pense qu'ils essayaient tous d'éviter d'infliger encore plus de douleur à ces familles. C'est intéressant, c'est vraiment une affaire horrible. Docteur Laura Pettler, merci beaucoup de m'avoir rejointe. Je vous en suis reconnaissante. J'espère que vous reviendrez un jour. Merci de l'invitation, Angelette Lévy. Dernière chose, beaucoup ont discuté des 2 profils masculins inconnus retrouvés dans la maison de King Road, l'un sur une rampe à l'intérieur, l'autre sur un gant dehors. Les analystes acides désoxyribonucléiques de l'État témoigneront que ces échantillons n'ont pas été intégrés à CODIS à cause de leur emplacement sur la scène de crime. Ces échantillons n'ont pas été jugés probants et les analystes allaient en témoigner. Voilà pourquoi ils n'ont pas été inclus dans le système combiné d'indexation acide désoxyribonucléique. C'était Droit et crime avec Angelette Lévy. Merci de votre écoute. À la prochaine.